Lundi 3 juillet 2006, nous sommes en Bretagne, à une dizaine de kilomètres de Saint-Malo, à la Gouenière, un petit village de 1600 habitants. Benoît Piette, 38 ans, appelle la gendarmerie de Cancale. Ce manutentionnaire n'a plus aucune nouvelle de sa femme Adeline, une jeune mère de famille de 34 ans. Il leur dit qu'il n'a plus vu sa femme depuis maintenant plus de 24 heures et qu'il ignore totalement où elle se trouve. Et que les enfants ne savent pas non plus où se trouve leur mère. Dès les premières heures, les gendarmes interrogent les proches. La priorité des enquêteurs, reconstituer l'emploi du temps de cette mère de famille de 7 enfants avant sa disparition. Tout commence le samedi 1er juillet 2006. Ce soir-là, le mari Benoît Piette quitte le domicile pour se rendre chez son cousin, à Cancale, assister au quart de finale de la Coupe du Monde de football, en compagnie de son fils de 5 ans. Ce soir-là, la télé, France-Brésil, je crois, quart de finale de la Coupe du Monde. Toute la France entière est devant son petit écran. Benoît Piette est passionné de football, il emmène son fils, c'est la fête. La France gagne ce match 1-0, c'est la fête un peu partout dans la rue. Benoît Piette est euphorique lui-même et il descend dans la rue à Cancale pour fêter la victoire des Bleus, quoi. Il laisse donc son fils au passage chez son cousin. Et il oublie totalement de prévenir son épouse, Adeline, de la situation, donc elle ne sait absolument pas où est son fils, où est son mari, elle ne sait rien, et lui part se saouler dans les différents bars, il a bu 7 ou 8 bières, je ne sais pas, sans prévenir personne. Sans son mari, et surtout sans son fils, Adeline Piette est morte d'inquiétude. Adeline Piette est restée à la maison à la Gouenière et elle est très inquiète. C'est une bonne maman, elle ne va pas se coucher tant toute sa petite famille n'est pas à la maison. Il est certainement inhabituel que M. Piette reste dehors à une heure aussi tardive, surtout accompagné d'un enfant. Pendant que le mari fait la fête, l'épouse, elle, devient anxieuse. Adeline Piette tente alors de joindre Benoît. Pour cela, elle se rend dans une cabine téléphonique car son mari a pris le seul téléphone portable de la famille. Elle lui passe un coup de fil à 1h43, comme le prouvent les relevés téléphoniques. Adeline Piette est obligée de se rendre à une cabine téléphonique en pleine nuit pour avoir des nouvelles de son enfant et tente de téléphoner à son mari, à Benoît Piette, sur son téléphone portable et il ne répond pas. Les heures passent et Benoît Piette continue de célébrer la victoire tricolore dans les bars de Cancale, sans jamais répondre à son téléphone. Et ce n'est que plus tard, vers 2h30 du matin, donc le dimanche 2 juillet 2006, que Benoît Piette rentre seul. Quand il rentre, il n'est pas du tout dans les mêmes dispositions qu'Adeline Piette. Hein. Lui a pensé à lui, à ses loisirs, entre guillemets, ce soir-là. Adeline, elle était morte d'inquiétude toute la soirée. Hein. Alors du coup, l'ambiance à la maison n'est pas au beau fixe, hein, vous imaginez bien. La femme, Adeline, est morte d'inquiétude depuis 8h du soir, elle n'a pas de nouvelles de son mari ni de son fils. Encore que je pense que l'absence du fils est plus importante que celle du mari à ce moment-là dans sa tête. Et elle voit son mari rentrer seul et sous. Du coup, inutile de vous dire qu'après, ça a chanté. Hein. Adeline est là. Elle l'attend. Elle est dans le salon. Quand elle voit que son mari, ivre, rentre seul sans son fils resté à Cancale chez son cousin, Adeline Piette explose de colère. Il a disputé violente. Et ça, nous le savons, parce qu'il y a un témoin auditif, et c'est le petit garçon, l'autre petit garçon, dont la chambre est au-dessus du salon. Et l'enfant va entendre la dispute des parents. Le parquet est abîmé de cette chambre, il y a un petit trou dans un coin de la pièce et l'enfant voit ses parents se disputer. Il entend notamment Adeline reprocher à Benoît de lui avoir donné que 20 € le matin pour faire les courses pour la famille, pour donner à manger à 7 enfants. Elle lui reproche ça. Benoît, lui qui sous, s'énerve et la dispute s'envenime et part apparemment sur divers sujets. À l'étage, l'enfant craque. Il n'en peut plus de voir ses parents se disputer.
il va se réfugier sous sa couette et se met à pleurer. Un quart d'heure plus tard, il voit son père venir dans sa chambre et essayer de le réconforter, puisqu'il pleure, cet enfant, son père l'entend, venir le conforter et lui dire « Non, maintenant, il faut que tu dormes maintenant ». L'enfant se rendort. Le calme est revenu dans la maison. Ce dimanche matin, vers 10h, après la nuit agitée, tout semble rentrer dans l'ordre. Le dimanche matin, un des enfants, l'un des plus jeunes, va déclarer avoir vu sa maman partir après avoir pris son petit déjeuner. Donc, elle n'a pas encore disparu ce dimanche matin. Une enfant dira l'avoir vu partir à pied, faire du stop pour rejoindre donc Cancale, où elle est attendue à la brigade de gendarmerie. Car ce jour-là, en effet, Adeline Piette a un rendez-vous à 15h à la brigade de gendarmerie pour un banal conflit de voisinage. Sans aucun moyen de locomotion, elle quitte alors le domicile aux alentours de midi, direction Cancale. Les gendarmes ne la verront jamais arriver. Et Adeline ne rentrera pas à la maison. Une enquête pour disparition inquiétante est immédiatement ouverte. Et c'est vrai que le départ d'Adeline Piette est étrange. Et cela pour une raison simple, que Nathalie, sa fille aînée, va rapidement signaler aux gendarmes. On a fouillé les tables de nuit, les commodes, les armoires. Et donc moi j'ai regardé dans les armoires et tous ces vêtements étaient là, intacts, rien n'avait bougé. C'est toujours curieux quand quelqu'un disparaît sans prendre ses affaires. Parce que si c'est un départ volontaire, vous partez avec vos affaires. Vous emmenez votre trousse de toilette, vos lunettes, votre téléphone, vos papiers d'identité, etc., etc. Elle est partie sans téléphone portable, sans donner aucune nouvelle, ce qui est forcément traité comme inquiétant. C'est comme si cette femme qui ne disposait d'aucun moyen de locomotion s'était littéralement volatilisée dans la nature. Vendredi 7 juillet 2006, soit 5 jours après la disparition, toujours aucune nouvelle de la mère de famille. Alors les gendarmes convoquent à nouveau le mari. Le but de l'interrogatoire, savoir si quelque chose dans la vie d'Adeline pourrait leur livrer une explication à cette disparition soudaine. À première vue, rien d'anormal. Benoît et Adeline se sont connus en 1992. Adeline a déjà une petite fille, elle est enceinte, elle va avoir un deuxième bébé qui est un petit garçon. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent. Elle a quitté son mari, elle vit chez ses parents. Elle rencontre Benoît Piette, qui est un jeune en difficulté. Tout de suite, il y a un petit peu comme un coup de foudre entre les deux, surtout qu'Adeline aime les enfants, veut d'autres enfants, et Benoît, à ce moment-là, lui aussi, a envie d'être père de famille. Moins d'1 an plus tard, une petite fille née de leur union. 4 autres enfants suivront en moins de 10 ans. Au total, 7 enfants. Donc une famille nombreuse qui vit dans une maison qu'ils ont achetée en 1999 dans le bourg de la Gouanière. Rapidement, le salaire modeste du manutentionnaire ne suffit plus à nourrir toute la famille. Benoît Piette, lui, voyant les problèmes financiers s'accumuler, ne veut plus avoir d'enfants. On considère que 7, c'est déjà énorme. Le couple n'a plus rien à se dire, le couple n'a plus de relations sexuelles, le couple fait chambre à part. D'ailleurs, lui n'a pas trouvé mieux pour ne plus avoir d'enfants que de ne plus avoir de rapport sexuel avec son épouse. Il va s'isoler dans une pièce. Il va même prendre ses repas tout seul. Elle mange avec ses enfants, lui, il est dans sa chambre, il se fait un repas et il mange tout seul. C'est l'histoire banale d'un couple qui ne s'entend plus. Ils sont ensemble depuis une dizaine d'années. Ils ont probablement été au bout de leur histoire. En février 2006, Adeline décide donc de demander le divorce. Devant le juge, les époux trouvent un compromis. Benoît quittera le domicile pour aller provisoirement vivre chez son cousin à Cancale. C'est elle qui a le droit de rester dans la maison. C'est elle qui a la résidence des enfants. Les enfants lui sont confiés. Il a 3 mois pour quitter la maison depuis l'ordonnance du mois de mai. Et le délai de 3 mois expire le 13 juillet.
Adeline Piette a donc disparu 2 semaines avant le départ programmé de son époux. Un divorce à l'horizon, des tensions familiales qui s'accumulent et une famille nombreuse à gérer, voilà qui peut expliquer le départ précipité de la jeune femme. C'est en tout cas ce que son mari va immédiatement dire aux gendarmes. La première explication donnée par Benoît Piette à propos de la disparition d'Adeline, c'est le ras-le-bol, le changement de vie. Elle en a ras-le-bol de s'occuper des mômes. Dans les derniers mois, elle était très énervée, beaucoup moins patiente avec les enfants. On peut imaginer facilement le boulot qui était celui d'Adeline au quotidien. 7 enfants qui sont entre 15 et 2 ans, c'est pas complètement rien. Hein. Adeline en a ras-le-bol, elle n'en peut plus, elle a quitté la maison, elle a quitté Benoît, elle a abandonné ses enfants. Adeline Piette, mère de famille débordée, aurait-elle voulu prendre le large pour quelques jours? Pourtant, rien n'est moins sûr. Car Nathalie, la fille aînée de la disparue, va faire aux enquêteurs une révélation pour le moins étonnante. Sa mère serait repassée par la maison 2 jours après son départ. Et Nathalie en est certaine. Et cela pour une raison simple. Je m'occupe de mon petit frère, je le douche et là je vais pour l'habiller. Et je me rends compte en fait que, en ouvrant un mauvais tiroir, qu'en fait il n'y avait plus d'affaires. Donc j'ai regardé dans la grande armoire, il y avait presque plus d'affaires, il restait 2-3 choses. À partir de là, c'est plus du tout la même chose. Adeline est partie avec ses vêtements, elle est même partie avec 2 cadres photos. Le premier cadre représente son père, je crois, ou ses parents, et le deuxième, ses enfants. Donc, on voit les choses autrement à partir de cet instant. La disparition d'Adeline n'a donc rien d'improvisé. Il s'agit bel et bien d'un départ prémédité. Benoît Piette, le mari, en est convaincu. Donc lui va dire aux gendarmes, elle est sans doute passée la nuit pour prendre des affaires, justement pour organiser son départ. Ça veut dire qu'elle a pris en quelque sorte des souvenirs avant de partir. Reste une interrogation. Comment expliquer cette fugue de la part d'une mère de famille qui adorait ses enfants? Tous les proches d'Adeline sont étonnés, trouvent invraisemblable qu'elle ait pu partir volontairement laissant ses enfants. C'est impossible pour eux parce que c'est une mère est tellement aimante, tellement proche de ses enfants qu'il paraît invraisemblable qu'elle ait pu partir sans ses enfants et qu'elle ait pu laisser ses enfants derrière elle. Ma mère m'a toujours dit en fait que la plus belle chose qui lui soit arrivée, c'est d'avoir eu ces 7 enfants. Adeline Piette devait donc avoir une excellente raison de quitter le domicile conjugal. Reste à trouver laquelle. C'est le mari Benoît Piette qui va à nouveau voler au secours des enquêteurs. Il fournit aux gendarmes une hypothèse crédible. Sa femme avait un amant. Adeline, avec laquelle il n'a plus de relation intime, a un amant qui appartient au proche voisinage, qu'elle rencontre régulièrement. Et il est persuadé que si elle a souhaité entamer une procédure de divorce, c'est précisément pour rejoindre cet amant. Elle se serait confiée à sa fille en indiquant qu'elle avait des sentiments par un autre homme. C'était un voisin qui habitait pas très loin. Et oui, je sais pas, le petit coup de cœur en fait. Et elle m'en avait parlé. Depuis quelques mois même, elle se maquillait, prenait soin d'elle. Elle lui écrivait des lettres et Benoît Piette est tombé dessus, sur les lettres qu'elle avait cachées. Alors, Adeline Piette, entraînée par ce coup de foudre, a-t-elle pris la fuite avec son nouvel amour? Est-elle partie se réfugier chez lui en attendant que son mari quitte le domicile le 13 juillet prochain, comme la procédure de divorce le lui impose? Les enquêteurs identifient rapidement l'homme en question. Évidemment, les gendarmes vont se précipiter au domicile de cet homme et l'interroger. Et l'homme va décrire sa relation avec Adeline. On a interrogé cette personne-là qui a dit « Je m'étais rendu compte qu'elle était tombée amoureuse de moi, mais il ne s'est rien passé entre nous, c'était de l'amitié. » Il y a eu beaucoup de mots, beaucoup de phrases, beaucoup de temps passé ensemble. Ils ont même échangé quelques baisers. Mais je pense pouvoir dire qu'il y a mal donne entre les deux. Ils n'attendaient pas la même chose, ils ne cherchaient pas la même chose.
Et du coup, ça n'a pas fonctionné. Ils ne sont pas allés plus loin, ils n'ont pas eu de rapports intimes, ils se sont arrêtés là. Et évidemment, Adeline ne se trouve pas chez son amant, donc fin de la piste de l'amant, elle n'aura pas fait long feu celle-là. Il n'y a pas d'amant et Adeline n'est pas chez son pseudo-amant. Dans l'impasse, les enquêteurs déploient alors les grands moyens. Ils diffusent un appel à témoins dans la presse. Une affichette avec une photo de la disparue est placardée dans la région de Cancale. D'importants moyens sont engagés, effectivement. Les étangs sont fouillés, les habitants sont bien sûr interrogés. C'est une grosse enquête qui s'est mise en branle, on va dire. On survole la région en hélicoptère, on fait des battues dans les champs. Les gendarmes vont surtout ratisser les abords de la route qu'aurait empruntée Adeline Piette de la Gouesnière à Cancale. De leur côté, les enfants de la famille Piette participent aussi aux recherches. On a cherché un peu dans la Gouesnière. Après, on n'avait pas de moyens de locomotion, on était à pied, donc on faisait tout à pied. Les endroits où on pouvait savoir où est-ce qu'elle était, et on la trouvait pas, donc ça devenait vraiment très inquiétant. Elle avait l'habitude de sortir le soir également pour se promener assez tard. Tous les endroits, les petits bois du coin où elle allait se promener le soir. Enfin, on va aller vérifier si on ne découvre pas son corps. Les gendarmes traquent le moindre indice dans la maison des Piette. Une équipe cynophile est mobilisée pour inspecter le jardin. Mais en vain, les chiens ne reniflent rien de suspect. Comme le montrent ces documents d'enquête, chaque point d'eau, puits ou étang est systématiquement photographié, sondé et répertorié. Il y en a 200 dans la région. Rien, toujours rien. Malgré les moyens mis en œuvre, les recherches n'aboutissent pas. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'Adeline Piette est partie seule, à pied, le long de la route de Cancale. Désemparés, ses enfants imaginent logiquement le pire. Où est-ce qu'elle est Qu'est-ce qui s'est passé entre la Gouesnière et Cancale pour qu'elle rentre pas, puisqu'elle est en stop, sur qui elle est tombée? Parce qu'elle aurait pu tomber sur un malade. En voiture, on ne sait jamais. Il y a un vrai danger. À partir du moment où une femme seule fait de l'autostop, c'est un peu comme les joggeuses. On a combien de faits divers qui nous l'ont prouvé, qui l'ont relaté. Donc il y a tout lieu quand même de s'inquiéter à partir du moment où elle est seule sur la route un dimanche et surtout qu'elle a disparu. Donc on peut imaginer qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Les gendarmes cherchent dans les fichiers de la justice pour savoir qui, dans les alentours, a déjà été l'objet de condamnation. C'est alors qu'ils font une troublante découverte. Les enquêteurs vont s'interroger à un individu qui a résidé sur la commune de la Gouesnière, non loin du domicile des époux Piette, car cette personne a été condamnée pour meurtre sur une jeune fille de 17 ans. On sait que cet individu a, dans l'est de la France, tenté de tuer une jeune fille de 17 ans, qu'il l'a tuée avant de l'abandonner dans un bois. Pour ce crime, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Au moment de la disparition d'Adeline, il est en liberté conditionnelle. Il habite à moins de 2 km du domicile, donc les enquêteurs forcément s'intéressent à ce personnage. Ça peut correspondre en fait au profil d'un tueur qui aurait enlevé une jeune femme et qui aurait pu la tuer ensuite. Les enquêteurs décident alors d'auditionner immédiatement ce fameux voisin qui a déjà tué une femme dans le passé. Mais l'homme est en fuite et malgré d'intenses recherches, il reste introuvable. Mais il y a une autre piste que les gendarmes vont prendre très au sérieux. Un témoin leur déclare qu'Adeline Piette serait toujours vivante. Au moment où on craint le pire, au moment où on est sur la piste d'un tueur déjà condamné, où on ne donne pas cher de la peau d'Adeline, où on est convaincu qu'on va retrouver son corps quelque part dans un bois ou je ne sais où, un témoignage va complètement bouleverser le cours de l'enquête. C'est une femme du village, c'est une femme de Gouesnière qui va affirmer avoir vu Adeline à 2 reprises
une fois le 2 juillet et une autre fois le 5 juillet. Cette voisine affirme avoir vu Adeline le jour de sa disparition et 3 jours plus tard, dans les rues du village de la Gouenière. Elle y emmène les enquêteurs. Elle est formelle, elle connaît Adeline et elle la décrit à 2 endroits différents, à un espèce d'abribus en bois où elle est assise sur un rebord en béton. C'est la première vision qu'elle a d'Adeline. Et ensuite, elle la voit sur le bord de la route en train de marcher, à la sortie du village. Adeline Piette serait donc vivante. Mais cela ne dit pas où se trouve la disparue actuellement. C'est alors que le mari va mettre les enquêteurs sur une nouvelle piste. Le 22 septembre 2006, 3 mois après la disparition de son épouse, Benoît Piette s'invite une nouvelle fois chez les gendarmes. Le mari avait négligé de leur signaler un détail pourtant essentiel. Adeline Piette est partie en emportant avec elle son dossier d'adoption. Cette jeune femme a un passé douloureux. Elle a été abandonnée par sa mère lorsqu'elle n'avait que 3 ans. C'est un couple d'enseignants qui l'a adoptée. Alors les gendarmes se demandent si Adeline Piette ne se serait pas réfugiée chez eux afin d'obtenir des informations sur ses parents biologiques. C'est vrai qu'elle aurait bien aimé un jour rencontrer ses parents biologiques, et ce qui est normal de vouloir retrouver ses origines, d'où on vient, et de retrouver ses parents. Et le fait que ce dossier disparaisse en même temps qu'Adeline ne pouvait que laisser à penser que ce départ était volontaire. Elle est à la recherche de ses racines. Ça fait une piste supplémentaire que les gendarmes ne peuvent pas négliger. Les enquêteurs cherchent alors à en savoir plus sur le contenu de ce fameux dossier d'adoption qu'aurait emporté avec elle Adeline. Ils décident donc d'aller rendre visite aux parents adoptifs de la jeune femme, les. Ils habitent à Saint-Malo, à quelques kilomètres seulement de la Gouenière, dans un grand château. C'est une famille bien connue dans la région, et pour cause. Elle est très étonnante, cette famille, effectivement. Ils vivent pas comme les autres. Ils sont dans un château, ils ont adopté une vingtaine de gosses handicapés. Chaque enfant porte un prénom commençant par la lettre A. A tout simplement comme amour et adoption. Pour faire vivre sa grande tribu, le père adoptif d'Adeline organise des conférences dans cette propriété. D'étranges rassemblements. Beaucoup de gens gravitent autour de cette communauté, on va appeler ça communauté à un moment donné. Il y a des gens un peu bizarres qui viennent, qui vivent sous des tentes, sous des tipis. Et petit à petit, on se rend compte qu'on parle de chamanisme, on parle de rites indiens. On évoque de l'ésotérisme, on parle de sectes. Lors de ces conférences organisées au château et ouvertes au public, Adeline aurait-elle rencontré un gourou assez influent pour lui faire quitter sa famille du jour au lendemain? Ils ont imaginé qu'Adeline avait peut-être pu être prise dans une secte. C'est une thèse qui a couru, c'est une rumeur surtout qui a beaucoup couru dans le bourg de la Gouenière, où certaines personnes savent bien qu'Adeline est la fille adoptive de cette fameuse famille. Et donc on entend dire qu'Adeline aurait pu être enrôlée dans une secte, quoi. Les enquêteurs vont donc vérifier et se rendre compte que la famille adoptive est certes excentrique, mais que cela n'a rien à voir avec une secte. Il y a eu de nombreuses enquêtes des services sociaux et qui ont abouti au résultat que les enfants n'étaient absolument pas embrigadés dans une forme de secte quelconque. C'est pas une secte où elle aurait pu partir être embrigadée, c'est ridicule. On ne lui a jamais inculqué des valeurs particulières, ésotériques. Mise hors de cause, la mère adoptive d'Adeline va tout de même livrer aux enquêteurs de précieuses indications.
Les gendarmes apprennent par la mère adoptive d'Adeline qu'Adeline était bien à la recherche de ses parents biologiques. Elle savait, elle pensait, elle était persuadée qu'elle avait un frère. Elle savait que ses parents habitaient dans la région de Nice, elle avait l'adresse, et donc qu'elle était vraiment à la recherche de ses parents biologiques. On va aller jusqu'à Nice, retrouver les parents biologiques, donc le père et la mère d'Adeline. Et on s'apercevra qu'en fait, elle n'a jamais pris contact avec eux, qu'elle n'est jamais allée jusqu'à les voir. Dorénavant, la piste de la disparition volontaire vacille. Les enquêteurs sont dans une impasse. Ils ont suivi toutes les pistes possibles. Et toutes les pistes ne les conduisent nulle part. Ils n'arrivent à rien. Juin 2008. 2 ans après la disparition d'Adeline Piette, les gendarmes recentrent leur enquête sur le mari. Et cela pour une raison simple. Depuis le début des recherches, Benoît Piette se comporte de façon très curieuse. Depuis le début, ce type-là, il ne s'intéresse pas à son enquête. À aucun moment, il appelle les gendarmes pour savoir où en est l'affaire, si on a retrouvé sa femme. Forcément, ça les a un peu surpris. La plupart des maris se seraient quand même préoccupés de savoir où en étaient les gendarmes par rapport à la disparition de leur épouse. Un autre point attise les soupçons des enquêteurs. Benoît Piette a menti sur un tout petit détail. Il explique dans un premier temps que sa femme est partie avec les cadres photos le lundi. Ensuite, il dira que finalement, ce serait le mardi. Benoît Piette s'en mêle les pinceaux, quoi. S'en mêle les pinceaux. Dans ses déclarations, il commence à devenir incohérent. Et du coup, les gendarmes s'intéressent forcément de plus en plus à son cas. Le 10 juin 2008, Benoît Piette est donc placé en garde à vue. Les gendarmes, ils ont Benoît Piette coincé en garde à vue, qui depuis 2 ans les envoie sur des fausses pistes. Ça a été le départ volontaire parce qu'elle en avait ras-le-bol de s'occuper de ses mômes. Ça a été la piste de l'amant, ça a été la piste de la secte de je recherche mes origines, ma famille, etc. Aucune de ces pistes n'a rien donné, elles viennent toutes de Benoît Piette. Donc les gendarmes en ont un peu marre et là ils rentrent dans le dur. C'est garde à vue et il va falloir s'expliquer. Et au bout de quelques heures, le suspect va finir par confesser ses premiers mensonges. Il va d'abord reconnaître que c'est lui qui a mis en scène la disparition des objets qui se trouvaient au domicile et qui auraient disparu en même temps qu'Adeline ou le lendemain. Les enquêteurs se demandent si Benoît Piette, pour faire croire à une fugue de son épouse, n'aurait pas dissimulé ses vêtements, ses cadres photos et aussi son dossier d'adoption. Visiblement, le mari ne dit pas tout, jusqu'à la 26e heure de garde à vue. À la 26e heure de la garde à vue, il y a un coup de théâtre. Surprise générale, coup de théâtre de la garde à vue, Benoît Piette craque. Il se lève, il est dans un état bizarre. Il va se mettre à hurler, à vociférer, à pleurer. Et va dire « J'ai quelque chose à vous dire, je dois vous avouer la vérité ». Il lâche aux gendarmes « Je ne l'ai pas tuée, elle s'est pendue ». Les aveux du suspect en pleine crise sont un tournant capital de l'enquête. Car Benoît Piette est hanté par une image, celle du visage de sa femme morte. Et il mime les yeux, il dit mais elle avait les yeux comme ça exorbités qui sortaient qui sortaient. Et il se met à pleurer et il s'agite dans tous les sens, mais il a reconnu l'essentiel, il a reconnu la matérialité des choses, il a reconnu qu'elle était morte. Après une pause de 2 heures, le mari reprend ses esprits. Froidement, Benoît Piette explique alors ce qui s'est passé le matin du dimanche 2 juillet. Benoît Piette dit que le dimanche matin, il se réveille, il va dans le garage et il découvre sa femme pendue. Il ne sait pas quoi faire, il voit le corps de son épouse. Et là, il la regarde quelques instants, il l'appelle par son prénom, Adeline.
Il se dirige vers la cuisine, il prend un couteau pour retourner dans le garage, juste couper cette corde et allonger le corps inerte d'Adeline. Et puis là, il se dit que faire maintenant? Personne ne va croire à cette histoire de suicide. Tout le monde va penser que j'ai assassiné Adeline. Et donc là, c'est là qu'il commet l'irréparable et prend le corps d'Adeline pour le transporter vers le jardin où il l'enterrera plus tard. Le corps d'Adeline est enterré sous 40 cm de terre, près d'un parterre, dans un coin du jardin où les enfants viennent parfois jouer. En dissimulant le corps, Benoît Piette pense se protéger lui-même, mais pense surtout protéger ses enfants de la mort tragique de leur mère. Il nous dit que son premier réflexe, c'est je ne sais pas comment je vais pouvoir expliquer ça aux enfants, donc il faut que je cache le corps, pour pas avoir à leur dire. La disparition d'Adeline Piette n'est plus un mystère, mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise, car Benoît Piette n'a pas livré le pire. Face aux enquêteurs, le mari poursuit son récit. Le corps de son épouse enterré dans le jardin n'a pas calmé sa peur d'être accusé. Bien au contraire, il vit chaque jour dans la hantise d'être démasqué. Après de nombreuses visites des services de gendarmerie, Benoît se dit on va finir par retrouver ce corps enterré dans ce jardin. Il a peur, Benoît Piette dira j'ai peur que les gendarmes viennent chez moi, dans le jardin, avec un tractopelle et déterrent le corps d'Adeline. Il a peur, c'est sa grande hantise. Un jour de mai 2008, le mari prend une décision radicale qui devrait lui permettre de ne jamais être inquiété. D'abord, il déterre le corps de sa femme. C'est un corps qui est en terre depuis près de 2 ans et donc qui est décomposé. Il ne reste plus que des ossements avec, on pense, quelques bouts de chair autour des os. Et Benoît va donc prendre le cadavre, ce qui reste en tout cas les ossements. Il va déterrer petit bout par petit bout les restes de son épouse et les mettre dans son barbecue. Il va commencer par les jambes, puis le bassin, puis le haut du corps et il va donc amener les ossements sur le barbecue et pendant plusieurs jours va faire brûler effectivement l'intégralité des ossements de ce qu'il reste de sa femme. Benoît Piette agit en plein jour, entre 9h et 17h. Ses enfants sont à l'école et la maison est vide. Personne pour freiner ces gestes macabres. Benoît Piette a-t-il dit la vérité ou a-t-il menti une fois de plus? Pour les proches, cette version n'est pas du tout crédible. Adeline était au contraire presque soulagée à l'approche du divorce. Enfin, elle n'était pas du tout triste, elle pensait pas au suicide, c'était pas du tout dans ses idées du moment. Alors qu'elle gardait la maison, elle reste avec ses enfants. D'ailleurs, elle le disait à tout le monde, ça y est, je vais être tranquille, je vais aller chercher mes meubles. Elle n'avait aucune raison. Benoît Piette est alors mis en examen pour meurtre. Il est immédiatement incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Malo. 19 juin 2008, le juge d'instruction et les enquêteurs se retrouvent dans le jardin de la famille Piette en présence du suspect. Le mari est coopératif. Il va montrer aux gendarmes le barbecue, qui est le four crématoire, le four où il a brûlé les restes de son épouse. Seulement, l'examen du barbecue ne prouve rien, car il n'y a plus aucune trace du cadavre de son épouse. Tout a été carbonisé. Ensuite, il va emmener les gendarmes à la sépulture, c'est à l'endroit où il avait, pendant 2 ans, enterré le corps d'Adeline. Les gendarmes iront fouiller là et ils retrouveront simplement 3 fragments d'os, ce qui semble être des phalanges de pieds ou de doigts. C'est là que la police scientifique, en gardant ces os, va procéder à des tests ADN, puisqu'on connaît les parents biologiques d'Adeline. Et grâce aux tests ADN sur les parents biologiques d'Adeline, on a pu ainsi avoir la preuve que les os étaient ceux d'Adeline. Benoît Piette n'a donc pas menti, enfin presque. En effet, en inspectant la terre où reposent les restes du cadavre, les enquêteurs tombent sur un produit toxique, de la chaux vive. Alors, la chaux vive, c'est de la chaux agricole. C'est un produit utilisé par les agriculteurs
pour fertiliser la terre. Ça, c'est sa vertu principale. Maintenant, un certain nombre de criminels s'en servent aussi pour d'autres tâches. Et la chaux-vive a notamment pour vertu d'accélérer le processus de décomposition tout en masquant les odeurs. Ce qui fait qu'on enterre un corps, on le recouvre de chaux-vive et on met de la terre par-dessus. Même un chien renifleur de cadavres passe à côté sans le sentir. La chaux-vive, un détail qui ne correspond pas du tout à l'image du mari paniqué par le suicide de sa femme, comme Benoît Piette a expliqué l'être lors de son interrogatoire. Et ce n'est pas tout. La version du va s'effondrer lorsque les gendarmes vont tenter de reconstituer la pendaison décrite par le mari. Octobre 2008. Le juge d'instruction ordonne une reconstitution sur les lieux où Adeline Piette se serait suicidée. Cette fois-ci, Benoît Piette refuse d'y assister. Dans le garage de la maison, sous la poutre à laquelle Adeline se serait pendue, les gendarmes positionnent un mannequin. Ils se basent sur les indications que leur a données le mari. Et le résultat est flagrant. Et on s'aperçoit qu'avec un mannequin donc de la taille, du poids d'Adeline Piette, la pendaison telle que décrite par Benoît Piette est totalement impossible. Et voici pourquoi. Si on place le mannequin sur le tabouret, au même endroit qu'Adeline Piette, il n'y a pas suffisamment de longueur de corde pour se pendre. La corde est donc trop courte. Les gendarmes la mesurent au centimètre près. Les pieds de la victime n'atteignent même pas le tabouret. Et ce n'est pas tout. Il existe un autre détail qui tente à démontrer que Benoît Piette aurait inventé le de son épouse. On va pendre un poids identique à celui d'Adeline avec une corde identique à celle à laquelle elle se serait pendue. Et au bout de 5 minutes, ce poids crée un sillon sur la poutre. Or, avant de tenter cette expérience, la poutre n'avait aucun sillon. Ce qui est bien la preuve que personne ne s'est jamais pendu à cette fameuse poutre. Autre preuve qui accable Piette, son récit pendant sa garde à vue. Le médecin légiste qui est présent sur les lieux, lui, va apporter les stockades à cette série de mensonges, parce qu'on revient sur l'histoire des yeux exorbités qu'il décrivait si bien pendant sa garde à vue quand il a pété les plombs. Et ce médecin légiste, il dit, mais quand on se pend, on n'a pas les yeux exorbités, c'est plutôt quand on étrangle. Ça met donc fin à la thèse de la pendaison, puisque les conclusions du rapport médico-légal contredisent en tout point la description qui est donnée par Benoît Piette. Alors, si Adeline Piette ne sait pas, comment est-elle morte? Le mari aurait-il étranglé sa femme? C'est possible, d'autant que les enquêteurs font le rapprochement avec un autre événement qui s'est déroulé 7 ans auparavant. Adeline a été victime d'une tentative d'étranglement par son mari. Un témoin, le lendemain, c'est sa propre sœur qui vient lui rendre visite et qui découvre sur le cou d'Adeline la marque de doigts. Il a tenté de l'étrangler. Il l'a serré tellement fort qu'Adeline, ne pouvant plus respirer, ayant son enfant dans les bras, a même lâché l'enfant tellement elle était en asphyxie. L'enfant est tombé et a été légèrement blessé. Il a eu du sang dans l'oreille. Elle a les marques. Elle est très choquée. Et quand sa sœur lui rend visite le lendemain, elle essaie de l'inciter à porter plainte immédiatement. Et Adeline ne le fera pas. Pour les gendarmes, plus aucun doute. Dans la nuit du samedi au dimanche 2 juillet 2006, Benoît Piette a étranglé sa femme, puis a volontairement cherché à dissimuler les traces de son crime. Reste à savoir pourquoi il aurait éliminé son épouse. Les enquêteurs sont à la recherche d'un mobile. Avant de rencontrer Adeline, Benoît Piette vivait comme un marginal. Et avec le divorce, il risque une nouvelle fois de se retrouver à la rue. Il a un mobile, Benoît Piette. Dans 10 jours, il est à la porte. Il allait perdre son épouse, perdre ses enfants, quitter sa maison. Il aurait pu tuer volontairement son épouse pour rester dans la maison et toucher les allocations familiales, notamment
Il aurait pu s'en sortir seul avec les 7 enfants. Tous ces éléments font du mari le coupable idéal. 13 janvier 2009, pour les gendarmes, plus de doute, Benoît Piette aurait tué et carbonisé le corps de son épouse sur le barbecue. Jusqu'au jour où le mari incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Malo reçoit un étrange courrier qui va réduire à néant toute l'enquête. Une lettre interceptée par le juge d'instruction. C'est un courrier anonyme avec effectivement des lettres qui sont collées, enfin vraiment la caricature du courrier de menace anonyme comme on peut voir dans les séries à la télévision, quoi. C'est vraiment les lettres découpées dans un magazine. Et cette lettre indique clairement que les enfants de Benoît Piette sont menacés s'ils parlent. Une lettre qui place Benoît Piette en victime d'un odieux chantage. Et voici ce qui est écrit. Et si Benoît Piette était finalement innocent, le juge d'instruction veut tirer les choses au clair. La juge d'instruction convoque Benoît Piette suite à ce courrier qui quelque part relance l'enquête. Donc Benoît Piette, dans son bureau, là, craque une seconde fois. Et vient dire, cette fois-ci, je vais vous dire la vérité. Adeline ne s'est pas pendue, mais elle a été tuée par 2 hommes. Benoît Piette le jure. Depuis 2 ans et demi, il cache un terrible secret. Sa femme a été assassinée par 2 inconnus. Et voici comment, selon lui, les choses se seraient passées. Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2006, l'homme descend se faire un café. Le mari entend alors un bruit venant du garage. Il trouve son épouse inanimée sur le sol du garage, en compagnie de 2 individus qu'il refuse de décrire. L'un d'entre eux dit « Allez bon, ça y est, c'est fini ». L'autre dit « On se casse » et ajoute à l'intention de Benoît Piette « On sait que tu as des gosses ». Benoît Piette indique alors que, après y avoir mûrement réfléchi, il décide de disposer du corps pour protéger ses enfants. Le chantage est clair. Si jamais il parle, après son épouse, les 2 inconnus risquent de s'en prendre à ses enfants. Terrorisé, Benoît Piette refuse d'en dire plus. Il se retranche derrière la protection de ses enfants qu'il souhaite effectivement protéger contre ces hommes. Alors, qui menace Benoît Piette ? 3 mois après le premier courrier, le juge d'instruction va éclaircir le mystère grâce à un second courrier adressé à Benoît Piette. Cette fois-ci, la lettre est signée d'un ancien codétenu du mari d'Adeline. Une lettre dans laquelle il affirme avoir rendu service. L'homme est immédiatement convoqué par le juge. On va notamment lui demander, mais c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour Benoît Piette? C'était quoi ce que vous écrivez dans la lettre? Vous avez fait le nécessaire? Et, en fait, l'individu en question, ce codétenu, va dire assez spontanément, écoutez, Benoît Piette m'avait demandé de rendre un service, à savoir qu'il m'avait donné une enveloppe, il m'avait demandé de la poster. J'avais trouvé ça un peu bizarre parce que, en fait, cette enveloppe, elle était à la destination de Benoît Piette, maison d'arrêt de Saint-Malo. Autrement dit, Benoît Piette s'est envoyé à lui-même la fameuse lettre de menace. Il a complètement inventé cette histoire de chantage et les 2 rôdeurs qui auraient soi-disant tué sa femme. La supercherie est prouvée sans l'ombre d'un doute. C'est une analyse graphologique qui va permettre de confondre Benoît Piette. Les gendarmes ont l'enveloppe sur laquelle est rédigé son nom et cette adresse de prison. Et ils vont faire une comparaison, faire une analyse graphologique et ils vont confondre donc Benoît Piette. 22 février 2011, cour d'assises de Rennes. Benoît Piette comparé pour meurtre sur conjoint. Tout l'accable, d'autant que ses propres enfants sont convaincus que leur père a tout prémédité. Tous les éléments de ce dossier montraient que Benoît Piette avait quand même bien préparé les choses. La chaux,
la disparition des objets, tout ceci a été fait avec beaucoup de sang-froid. Et puis, en tout cas, tous les ingrédients étaient réunis pour que le drame se réalise. Le fait qu'ils doivent quitter la maison, le fait qu'ils n'avaient pas véritablement prévu son déménagement qui devait intervenir quelques jours plus tard, tout ça montre que Benoît Piette avait... que tout était propice pour qu'il mette fin au jour de son épouse. Au procès, l'audience est chargée d'émotions. Les enfants n'attendent plus qu'une chose, savoir enfin la vérité sur la mort de leur mère. Moi, j'ai trouvé ça bouleversant. Que ces enfants soient devant, dignes, devant écouter, mais voulons être là et écouter le récit du drame, de la tragédie, de la disparition de leur mère, et face, dans le box des accusés, à leur propre père. Les uns après les autres, les enfants Piette défilent à la barre. Tous, sans exception, racontent la même histoire. Pendant toutes ces années, leur père les a manipulés de manière perverse, allant jusqu'à leur faire croire que leur mère était vivante. Tous les enfants ont été particulièrement éprouvés par tous les mensonges de Benoît Piette pendant ces 2 années. Ils ont vécu avec leur père seul pendant 2 ans. Leur père qui leur faisait croire que leur mère allait revenir. Il dit à chaque enfant, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt ton anniversaire, je sens que maman va revenir pour ton anniversaire. Pire encore, quand le plancher craque à l'étage, il dit aux enfants, écoutez, vous entendez pas le plancher qui craque? C'est maman sans doute qui va revenir. Il va jusqu'à pousser quand même le vice à mettre sous l'arbre de Noël, en 2006-2007, un cadeau pour Adeline. En disant, si jamais elle revient, elle aura son cadeau. Alors qu'il le sait, il a fait disparaître le corps. Et il fait tout pour leur faire croire, il leur bourre le crâne, pour leur faisant croire que leur maman est vraiment disparue et qu'elle va revenir. Il ne peut pas plaider l'amour de ses enfants. Quand on aime quelqu'un, il n'y a rien de pire que de trahir. Et c'est bien ce qu'a fait Benoît Piette pendant des années, en faisant vivre les enfants à proximité du corps enterré de leur mère. Puis c'est le tour du cadet de la famille, âgé aujourd'hui de 10 ans. Souvenez-vous, c'est le petit garçon qui a assisté à la dispute de ses parents le soir du drame. C'est lui qui a dit de bonne foi que le dimanche matin, il avait vu sa mère alors qu'Adeline était morte à ce moment-là. Cet enfant est très courageux et très remonté contre son père à la barre. Quand il s'adresse à son père, il le regarde. Il regarde dans les yeux et il a un regard noir. Il en veut beaucoup à son père. Cet enfant est convaincu de la culpabilité de son père et demande à son père d'arrêter de mentir, de dire la vérité, en fait. Il lui demande à la barre une dernière fois, écoute papa, arrête. Il l'appelle, écoute Benoît, arrête, dis la vérité. Parce que cet enfant n'appelle plus son père papa, mais Benoît. Pressé de toutes parts, l'accusé n'a plus d'échappatoire quand la présidente de la cour d'assises l'interpelle. Elle lui demande, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et lui, il répond, je voudrais juste dire que je n'ai pas tué ma femme, mais que j'ai peut-être eu un geste qui a entraîné sa mort. Alors que s'est-il passé ce soir-là? Benoît Piette livre sa vérité, une ultime version. Et donc là, il explique en fait qu'en arrivant le fameux samedi soir, donc ils se sont bien disputés en fait, et donc quand il a entendu mon petit frère pleurer, ma mère était dans les escaliers, et donc lui, il était face à elle, et en fait, il a voulu monter, et ma mère apparemment lui aurait un peu barré le chemin, et en fait, il a fait un très grand geste brusque en la repoussant. Elle a chuté et elle est morte. Ce scénario de dernière minute, ce mauvais geste dans les escaliers va-t-il être pris en compte? Les jurés se retirent pour délibérer. Le vendredi 25 février 2011 à 19h, le verdict est rendu. C'est un électrochoc, car les jurés ont cru à la dernière version de Benoît Piette, celle de l'accident. À la question de savoir s'il a volontairement tué sa femme, la présidente de la cour d'assises vient répondre non. Moi, je me suis mise à pleurer. Benoît Piette comprend qu'il ne sera pas
condamné pour meurtre. L'annonce du verdict, c'est la stupeur dans la salle. Les journalistes se regardent entre eux, incrédules. Personne comprend, les avocats aussi. Et puis les enfants, eux, ont compris, quoi. Ils ont compris que leur père n'a pas été condamné pour le meurtre de leur maman. Et eux en sont intimement convaincus que leur papa a tué leur maman. Donc moi, je pense qu'il a eu plusieurs mois pour ruminer ses intentions. Et je pense que le soir-là, oui, il l'a étranglé. Après, voilà, il s'est débarrassé du corps comme il a pu. Mais il sera incapable d'avouer la vérité, donc il raconte des tas de mensonges. Les jurés sont restés sourds aux témoignages des enfants. Seule la thèse de la chute accidentelle dans les escaliers est retenue. Benoît Piette, toutefois, est condamné à 20 ans de détention pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour les enfants, ce sera une double peine. Ils ont perdu leur mère, leur père et leur foyer. Ils sont condamnés à avoir une enfance privée de leurs parents, ce qu'Adeline Piette aurait le plus redouté de son vivant. La pire chose qui aurait pu lui arriver, c'est que ses enfants soient placés. Ils sont tous placés en famille d'accueil. Et ça, c'est une chose que jamais elle aurait voulu voir, notre famille complètement éclatée, en fait. En raison des remises de peine, Benoît Piette peut espérer sortir de prison dans 7 ans.